La vie dans le Vieil Ouest n'était pas du tout facile comme nous ont laissé entendre certains mythes sur le Far West. Mais que mangeaient les premiers pionniers pour survivre au Far West? La réponse dans cette vidéo bien sûr. Les pionniers de l'Ouest devaient faire preuve d'ingéniosité pour survivre alors qu'ils s'installaient à la frontière de l'Ouest. Ils ont dû faire face à des voyages longs et difficiles, sans garantie que leurs provisions dureraient jusqu'à leur destination finale. Alors, ils ont fait preuve de créativité sur le plan culinaire. La cuisine des pionniers peut nous sembler étrange aujourd'hui, mais les colons n'avaient d'autre choix que d'utiliser ce qu'ils avaient pour survivre et d'improviser selon les besoins. C'est pourquoi, dans cette nouvelle vidéo, nous allons examiner les aliments étranges que les pionniers mangeaient dans le Far West. Mais avant de commencer, nous vous prions de vous abonner à Histoireflix. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sinon, vous vous retrouverez dans le Far West. Allez! C'est une blague. Alors, qu'attendons-nous pour entrer dans le vif du sujet? Commençons. Oh, j'ai fait un peu de cuisine. Venez la chercher. La gelée de pied de veau. Tout le monde aime les desserts en gélatine. Dans le Far West, les pionniers l'ont certainement fait. Malheureusement, personne n'allait inventer la gelée avant 1897. Alors ils ont improvisé en faisant de la gelée de pied de veau. C'était un dessert peu coûteux et facile à préparer. La recette est simple. Il suffit de mélanger des œufs, du sucre au citron et des épices. Oh, et n'oubliez pas de faire bouillir plusieurs pieds de veau pour créer la gélatine. Une fois la gélatine refroidie, incorporez-la au mélange d'œufs et de sucre et vous obtenez une véritable friandise du Far West. Certains cuisiniers du Far West ont poussé les choses un peu plus loin en ajoutant du vin blanc, des assaisonnements et des blancs d'œufs à la recette. Un livre de recettes de Virginie suggère même d'écraser les coquilles d'œufs et de les ajouter au mélange. La recette la plus détaillée cependant provient de Home Cookery, une collection de recettes éprouvées, étrangères et domestiques par Madame G. Chadwick en 1853. Faites bouillir 4 pieds dans un gallon d'eau jusqu'à ce que le volume soit réduit à 2/4. Égouttez et laissez reposer toute la nuit. Enlevez la graisse et l'ajoutez à la gelée. Une pinte de vin, le jus de 4 citrons et les blancs de 8 œufs. Remuez bien le tout et sucrez à votre goût. Laissez bouillir pendant une demi-heure, puis écumez et mettez dans un sac de flanelle pour égoutter. Si elle s'écoule en un filet, il faut la retourner encore et encore jusqu'à ce qu'elle passe le sac. Seulement une petite goutte. Comme ma mère avait l'habitude de le faire. La version sucrée de Castfoot. La gelée était populaire dans le Vieil Ouest, mais des versions salées de ce plat appelé pica existaient bien avant l'époque des frontières. Le dessert n'est plus guère évoqué dans les discussions modernes, mais le pica est toujours disponible en tant que plat préparé sur commande au Second Avenue Deli de New York et à au moins un traiteur kasher de Miami. Café de patates douces. Commencer sa journée avec une tasse fraîche de la torréfaction la plus délicate et la plus foncée n'était pas toujours possible à la frontière américaine. Le vrai café était un peu rare dans le Vieil Ouest. Aussi, les pionniers les plus avisés trouvaient-ils de nombreux substituts lorsqu'ils ne pouvaient pas avoir le vrai café. Des racines de chicorée ou gland pouvaient être moulues et utilisées pour fabriquer un substitut de café. Les pionniers ont tiré de la patate douce l'un des substituts de café les plus créatifs. Les pionniers épluchaient, cuisaient, écrasaient et séchaient les patates douces avant de les transformer en galettes. Ils mélangeaient les galettes avec de la farine de seigle, les séchaient dans un four, puis les réduisaient en poudre. Les patates douces n'étaient pas un substitut idéal au café, mais la boisson avait quelques fans. La recette du 1er décembre 1861 du journal The Albany Patriot de Géorgie suggère de mélanger la poudre avec une petite quantité de café. Épluchez vos pommes de terre et coupez-les en tranches assez fines, faites-les sécher à l'air libre ou sur un poêle, puis coupez-les en morceaux assez petits pour aller dans le moulin à café, puis moudrez-le. 2 cuillères à soupe pleines de café moulu et 3 ou 4 de pommes de terre moulues feront 8 ou 9 tasses de café clair, pur et bien goûteux. Peut-être que la meilleure partie du réveil dans le Vieil Ouest était la patate douce dans votre tasse. Rôti de sknuk. La plupart d'entre nous mangent du roast beef ou du poulet rôti aujourd'hui, mais n'envisageraient probablement jamais de prendre une bouchée de Pépé le putois, malgré son insistance pour que vous le fassiez. Mais les pionniers n'avaient pas vraiment le choix en la matière.
De nombreux pionniers ont survécu en mangeant ce qu'ils pouvaient trouver dans les pièges ou chasser dans les régions sauvages. Les moufettes vivent dans plusieurs habitats aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce n'était donc qu'une question de temps avant que ces créatures puantes ne se retrouvent dans l'eau chaude. Littéralement, les moufettes fournissent une quantité étonnamment décente de viande, bien que pas autant qu'un mouton ou un cochon. Un vieux livre de recettes de pionniers comprend des instructions pour le rôti de moufette, notant que le cuisinier doit retirer les glandes odorantes avant de faire rôtir, ce qui est intelligent. Et la moufette, si vous ne le savez pas, est meilleure servie avec des carottes. Vous ne trouverez probablement pas de moufette rôtie sur le menu d'un restaurant aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché les gens de l'essayer plus récemment. Selon un numéro de 1959 du magazine Boy's Life, la viande est légère et bien parfumée, et a meilleur goût que le raton laveur ou l'opossum. Tarte à l'oseille. Les pionniers ne manquaient pas d'ingéniosité lorsqu'il s'agissait de préparer des desserts, notamment la tarte au citron. Malgré quelques tentatives de culture en Californie au milieu du XVIIIe siècle, les citrons n'étaient pas courants dans l'Ouest avant le milieu ou la fin du XIXe siècle. Pour pallier à leur rareté, les pionniers ont une nouvelle fois procédé à des substitutions dans leurs recettes. Ils ont tiré parti des feuilles de la petite oseille, une petite plante à fleurs de la même famille que le sarrasin. La petite oseille étant originaire de la région, elle était beaucoup plus facile à trouver que les citrons. Les cuisiniers déchiquetaient les feuilles et les cuisaient dans une tarte, donnant à la pâte une saveur délicieuse et acidulée. Ce n'est pas de la meringue au citron, mais ça ferait l'affaire en cas de besoin. Tarte au vinaigre. Il n'y a rien de tel que le goût frais et rafraîchissant de l'acidité. Les produits frais comme les pommes n'étaient pas toujours faciles à trouver dans le Vieil Ouest. Les pionniers compensaient parfois en utilisant le vinaigre de cidre de pomme, principalement utilisé pour la médecine ou le nettoyage, pour aromatiser les desserts. La saveur acidulée, de pommes ou d'agrumes de la tarte au vinaigre, était suffisamment proche d'une vraie tarte pour satisfaire les voyageurs sur la piste des chariots. La tarte au vinaigre est encore préparée aujourd'hui dans les cuisines modernes. Martha Stewart a même une recette pour cette bonne tarte de pionnier qui implique beaucoup de farine, de vinaigre, de sucre, d'épices et de beurre. Son of a Stew. Après une journée de dur labeur à explorer la frontière de l'Ouest, il n'y a rien de mieux qu'un bon bol de votre ragoût préféré. Malgré son nom bizarre, Son of a Stew est un témoignage de l'attitude des pionniers qui ne gaspillaient rien. C'était également un moyen efficace d'utiliser les parties du jeune bœuf qui ne pouvaient pas être facilement conservées. Le ragoût Son of a Stew était un mélange de bœuf maigre, de veau, de foie, de cœur, de moelle osseuse, de riz de veau et de cervelle, tous coupés en petits morceaux et bouillis. Les pionniers l'assaisonnaient ensuite avec un mélange de sel, de poivre et de sauce piquante pour ajouter du goût. C'était un plat de cow-boy pratique, à une époque où chaque morceau comptait. Mais ce n'est probablement pas une recette que vous voudriez trouver dans un repas moderne aujourd'hui, hein? Pain de gland. Tout comme le café et les produits frais, la farine traditionnelle n'était pas toujours disponible pour les pionniers. Au lieu de cela, ils se tournent vers des ingrédients comme le maïs et les glands pour faire du pain. L'idée d'utiliser des glands moulus comme farine n'était pas nouvelle. Mais les glands étaient abondants dans l'Ouest et constituaient un excellent substitut. Pour produire la farine, il fallait rôtir les glands pour éliminer leur amertume naturelle, puis les moudre en une fine farine. Les pionniers pouvaient utiliser la farine de gland avec d'autres ingrédients pour faire du pain ou n'importe quel autre produit de boulangerie nécessitant de la farine. Fromage de tête d'ours. Chacun avait une méthode différente pour attraper et préparer la nourriture dans le Vieil Ouest. Eating on the Wild Side, un livre de cuisine sur le gibier, a rassemblé plusieurs recettes appétissantes nées de ces méthodes. L'un de ces délices culinaires était le fromage de tête. Malgré un nom quelque peu trompeur, le fromage de tête n'est pas vraiment du fromage. Il s'agit plutôt d'un plat méticuleusement préparé à partir des restes de viande de la région de la tête et du visage d'un animal. La viande est trempée dans une saumure pendant une nuit, puis rincée et bouillie. Ensuite, elle est hachée et assaisonnée avant d'être refroidie dans une casserole ou un moule. Certaines recettes de fromage de tête utilisent une sorte de gélatine salée appelée aspic. Après cela, il ne reste plus qu'à découper et à manger. La taille d'un ours signifiait qu'il fournissait une quantité importante de viande aux familles de pionniers qui fabriquaient du fromage de tête.
ce qui leur permettait de conserver chaque bonne partie de l'animal et d'avoir de la nourriture supplémentaire pour un long voyage. Et si vous avez envie de fromage de tête ou de viande de bœuf, comme l'appellent aujourd'hui nos amis britanniques, il vous suffit de vous rendre dans votre épicerie locale. Les huîtres de prairie ou huîtres de montagne. Dans la lignée de l'honorable tradition du fromage de tête, les huîtres de prairie ou huîtres de montagne sont un plat tristement célèbre dans l'Ouest américain, plus communément appelé huîtres des Rocheuses ou caviar de cow-boy. Les gens préparent ce plat avec des testicules. Et oui, les huîtres de montagne sont des testicules de veau de lait qui sont écorchés et frits. Le truc, c'est qu'il faut les couper très haut. Dans le vieil Ouest, les cow-boys et les ranchers ont expérimenté différents morceaux de viande dans leur recherche de nourriture bon marché. Ce plat particulièrement avait un goût plutôt bon. Les cow-boys les considèrent comme des mets délicats et ils les épluchent, les panent et les font frire sur place. Aujourd'hui, les huîtres des Rocheuses sont disponibles dans les festivals, les restaurants et les bars, souvent servis en entrée. Thé au bœuf. Vous cherchez une alternative peu coûteuse au bouillon de bœuf? Pourquoi ne pas préparer du thé de bœuf? Les recettes de ce liquide remontent aux années 1700. Le thé au bœuf s'est avéré bénéfique pour les pionniers. Ils préparaient le thé en faisant bouillir de fines lamelles de bœuf salé, puis en le filtrant et en le servant chaud. Il avait une utilité pratique en tant que complément pour les constitutions faibles. Les pionniers utilisaient parfois le thé de bœuf pour augmenter l'appétit et comme remède contre les maladies. Ah, le thé de bœuf est exactement ce que le docteur a ordonné. Le processus de fabrication du thé n'était pas limité au bœuf non plus. L'agneau, le poulet et les légumes pouvaient constituer un substitut adéquat lorsque le bœuf n'était pas disponible. Le lièvre. Comme beaucoup d'autres peuples, les pionniers chassaient ou piégeaient pour se nourrir. Les lièvres faisaient partie intégrante du régime alimentaire des pionniers. Ils étaient abondants et faciles à attraper, ce qui en faisait un repas rapide et copieux. La viande de lièvre était maigre et pouvait être rôtie comme n'importe quelle autre viande, ce qui en faisait une source de nourriture précieuse dans le vieil Ouest. Mais comme pour tout fast-food, se nourrir uniquement de viande de lapin posait un problème aux premiers colons. L'empoisonnement au lapin, connu aujourd'hui comme un type d'empoisonnement aux protéines. Cette affection est causée par une alimentation riche en protéines et dépourvue d'autres nutriments. Elle imite des symptômes de faim extrême, malgré le nombre adéquat de calories fournies par la consommation de viande de lapin. La viande de lapin était trop maigre, ce qui a provoqué cet état chez certains colons de l'époque. Cela ne les a pas dissuadés de manger d'autres créatures, et la viande de lapin est encore répandue dans certaines parties du monde aujourd'hui. Les écureuils. Avant que les techniques modernes de réfrigération ne permettent de l'emporter sur la route, la viande fraîche était une récompense durement gagnée par les colons du Far West. Elle s'abîmait pendant les voyages en chariot, obligeant les colons à chasser quand ils le pouvaient. Les cerfs et les bisons n'étaient pas toujours abondants dans certaines régions, mais les écureuils, eux, l'étaient souvent. Les écureuils sont devenus une option de viande fraîche acceptable pour les jours où le bison n'était pas possible. Les chasseurs coupaient une branche sous l'écureuil, ce qui le faisait tomber de l'arbre. Ensuite, ils essayaient de tirer sur les écureuils. Bœuf frisé. Même les cow-boys aiment avoir un petit encas de temps en temps. Le bœuf frisé fait un parfait encas copieux ou un dîner occasionnel. C'était un plat facile à faire, composé de viande séchée, cuite dans du lait, du beurre et de la farine, et servi sur des toasts. Et grâce à ces ingrédients, ce plat était raisonnablement plus nutritif que d'autres plats de l'époque. Mieux encore, les ingrédients étaient faciles à transporter, le lait étant le seul ingrédient périssable de la recette. Dans les recettes modernes, on peut ajouter des oignons ou des pois sautés et la servir sur une pomme de terre au four. Le bœuf frisé peut également être préparé avec du bœuf en morceaux et servi avec de la sauce. Nos amis militaires connaissent peut-être le bœuf frisé sous un autre nom. Pain à la poêle. Le pain et les biscuits étaient tout aussi essentiels au repas des pionniers qu'ils le sont aujourd'hui. Les fours n'étant généralement pas disponibles sur la piste, les colons cuisaient ces glucides classiques dans un poêle à frire. Le résultat était le pain de poêle à frire ou bannock, qui est différent du pain que nous mangeons aujourd'hui. Le pain à la poêle est un plat polyvalent dont la recette est simple. Farine, levure chimique, sel et eau. Les pionniers utilisaient de la farine complète, ce qui donnait un pain plus dense.
C'était probablement une bonne chose car leur nourriture devait les rassasier sur le long terme. Alors, qu'en pensez-vous? La nourriture du Far West vous semble-t-elle la plus savoureuse? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous dire également les idées de vidéos et de sujets que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci et à bientôt!